Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le book haul du mois de janvier. À la base, je devais vous tourner le second épisode des lectures en cours. Le souci, c'est que je n'ai encore attaqué aucune des lectures pour cette vidéo. Du coup, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous tourner le book haul du mois de janvier qui, pour une fois, sera dans les temps. Alors côté nouveautés au mois de janvier, 9 nouveautés manga ont rejoint ma Mangatech. Il y a eu également 4 fins de série que je vous présenterai à la fin de cette vidéo. Je commence tout d'abord avec les nouveautés qui sont parues au mois de janvier. Il y en a 6. Il y a 3 séries que j'ai commencées qui ne sont pas du tout des nouveautés du mois de janvier mais qui me faisaient de l'œil, du moins pour 2 d'entre elles. La troisième est un petit peu l'achat inattendu du mois. Donc je commence avec les nouveautés du mois de janvier dans leur ordre de sortie. Pour ma part, il y a eu tout d'abord la sortie des 2 premiers tomes de Desko d'Atsushi Kaneko publié chez Casterman. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et nous n'avons toujours pas de date à l'heure actuelle pour la sortie du tome 3 en France. Alors Atsushi Kaneko, sur ma chaîne, je vous ai déjà présenté le manga Wet Moon. Je vous renvoie à mes vidéos sur les 3 tomes de la série pour vous donner un petit avis de quoi ça parle, de ce que j'en avais pensé. J'avais un avis assez mitigé concernant Wet Moon, qui est un univers très particulier, qui n'est pas spécialement très accessible et pas très compréhensible non plus. Et du coup j'hésitais un petit peu à me procurer une nouvelle série de l'auteur, auquel on doit entre autres Bambi et Soil. Et je me suis dit pourquoi pas, les couvertures sont juste géniales, ça m'avait l'air vraiment pas mal du tout. Et finalement je trouve que Desko c'est un tout petit peu plus accessible que Wet Moon, même si ça reste encore une fois très particulier. Donc on est dans un monde où il y a une guilde très mystérieuse dont on ne sait toujours rien au bout de 2 tomes. Et cette guilde donne des missions à des tueurs à gages, donc ils sont très nombreux, très divers et variés. Et parmi ces tueurs à gages, il y a le personnage de Desko, qui ne s'écrit pas comme ça s'écrit avec un K, qui est une jeune fille qui est très bizarre là encore. C'est une jeune fille qui vit avec une femme tout aussi bizarre et un petit bonhomme très étrange également. Et cette jeune fille, elle est hyper dangereuse, elle est complètement barge, elle crée des armes, des pièges vraiment très spéciaux, elle est excessivement sadique, elle déteste le monde entier, mais ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est Desko elle-même. Voilà, donc c'est un personnage hyper ambigu dont on ne sait que très peu de choses au bout de 2 tomes, et je trouve que finalement avoir les 2 premiers tomes c'est pas mal pour se faire une idée de la série. Je vous avais déjà montré un petit extrait de Desko dans ma vidéo Top 10 Naked Manga. C'est particulier niveau dessin, mais encore une fois je trouve cela plus accessible que Wet Moon. Alors après je n'ai pas lu Bambi ni Soil d'Atsushi Kaneko, mais voilà, pour l'instant Desko a ma préférence entre cette série et Wet Moon. Alors je compte bien évidemment m'intéresser à d'autres séries de l'auteur. Encore une fois, ce n'est pas du tout public, mais c'est vraiment pas mal du tout. J'ai pu voir dans le groupe Le Coin des Otaku que vous avez été nombreux à déjà avoir acheté les 2 tomes au mois de janvier. C'est un très bon début de série que je vous recommande, même si c'est très particulier et que ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Seul petit bémol selon moi, c'est du côté de Casterman, c'est qu'ils ont augmenté leur prix au mois de janvier et que ces tomes sont à présent au prix de 8,45 €, ce qui, je peux comprendre, est un investissement trop grand pour celles et ceux qui n'ont pas un très gros budget pour les mangas. Mais voilà, après Casterman, même si j'ai poussé mon mini coup de gueule à propos de cette augmentation de prix, qui pour le coup a été lancée telle quelle avant qu'ils expliquent le pourquoi du comment de ces 50 centimes il me semble d'augmentation d'un coup sur leur titre. Voilà, pour le coup je m'étais un petit peu énervée, mais c'est tout de même une maison d'édition que je vous recommande pour son catalogue un petit peu, je dirais un petit peu moins conventionnel que les autres, un petit peu moins tout public non plus, puisqu'en fait il propose des titres qui sont, voilà, c'est clairement Atsushi Kaneko, c'est pas le mangaka vers lequel on se plonge direct quand on commence dans les mangas. On va de suite aller vers des titres beaucoup plus commerciaux, vers des mangakas beaucoup plus, on va dire, tout public, que ce soit au niveau des dessins et au niveau des histoires. Mais c'est vraiment une maison d'édition que je vous recommande de suivre, que je continuerai de suivre en cette année 2016 malgré cette augmentation de prix. Donc concernant Desko, c'est une très bonne pioche. Deuxième sortie du mois de janvier que je me suis pratiquement procurée à la toute fin du mois, il s'agit du premier tome de la série Le Voleur d'Estampes de Camille Moulin-Dupré. C'est publié chez Glénat. Alors quand vous voyez le nom de l'auteur, vous comprenez qu'on est dans une série qui est française. Il est indiqué qu'elle est en 2 tomes, on n'a toujours pas la date pour la sortie du tome 2, je pense qu'il faudra être assez patient pour la voir. Mais concernant Le Voleur d'Estampes, le tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. Alors c'était pas très bien parti dans le sens où j'en avais pas eu énormément d'écho, et quand le feuilletant, voilà, ça se rapproche beaucoup de l'estampe, mais à la fois on sent qu'il y a, je sais pas, quelque chose de français. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais on sent que c'est que ça reprend un style graphique japonais tout en étant français. Enfin, voilà, je ne l'expliquerai pas.
Au niveau de l'histoire maintenant, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est également très nébuleux, mais un petit peu moins nébuleux tout de même que Desco. Donc ça se passe dans un Japon fin 19e siècle. Donc en fait on va suivre l'histoire de ce voleur qu'on voit sur la couverture, qui mène une double vie. Dans la journée, il est tout simplement, il travaille dans un restaurant portuaire avec son père, et la nuit, il se transforme en espèce de voleur ninja qui dérobe des objets assez what the fuck, dans le sens où ils sont tout de même assez lourds, je pense. Bref, en gros, il vole les riches. Et un jour, il va décider de cambrioler le gouverneur et il va tomber sur sa fille, donc vous voyez sur la couverture. Voilà, il y a une espèce de relation un peu étrange qui va se nouer entre ces deux personnages. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas basculer dans un récit romantique, loin de là. Cette jeune femme en fait est une fumeuse d'opium, ce qui fait qu'elle a des visions un petit peu cheloues, mais surtout elle a un destin qui est un petit peu tracé d'avance, dans le sens où elle est la fille elle est la fille du gouverneur. Du coup elle a un mariage qui est préparé pour son père, sa vie est tracée complètement par son père, elle n'a pas vraiment de liberté. Et de découvrir cet homme, de découvrir ce voleur, de comprendre par la suite de qui il s'agit. Elle envie complètement cet homme qui a cette liberté de vivre, qui est un petit peu au-dessus des lois, qui est un petit peu au-dessus du monde, à qui le monde appartient. Et ça, c'est vraiment un truc qui la fascine. Donc voilà, c'est un petit peu cette relation qu'on va suivre entre ces deux personnages. C'est vraiment pas mal du tout. Alors après, c'est pas bourré d'action, il n'y a pas énormément de dialogue non plus. C'est pas un truc du feu de Dieu, mais c'est pas mal du tout, avec ce côté graphique très particulier qui, je sais, ne plaira pas encore une fois à tout le monde. Alors en plus, ce qui va en rebuter plus d'un, le prix de 13,25 €, qui est un tout petit peu cher. Mais après, côté objet livre, c'est pas mal du tout. Et si vous êtes fan, voilà, du côté dessin qui se rapproche de l'estampe, avec une histoire complètement... Voilà, dans le côté japonisant, Japon un petit peu, je dirais ancien, même si 19e siècle, c'est pas excessivement vieux. C'est quelque chose que je vous recommande. Je passe excessivement vite concernant ce troisième titre, étant donné qu'il a déjà eu droit à sa vidéo. Il s'agit du premier tome de One Punch Man de One et Yusuke Murata, publié chez Kurokawa. Je vous rappelle seulement les dates de sortie des prochains tomes. Donc le tome 2 est prévu pour le 10 mars et le tome 3 est annoncé pour le 9 juin. Voilà, donc encore une fois, ma vidéo est assez récente concernant One Punch Man. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir vu et à avoir réagi, je vous en remercie encore. Pour celles et ceux qui ont réagi en positif, je dirais pas les haters que j'ai évoqués dans ma dernière vidéo. Donc voilà, vraiment je vous renvoie à cette vidéo assez complète, on va dire, où je donne mon avis sur le premier tome de One Punch Man. Vous l'aurez compris, la prochaine nouveauté du mois de janvier que je vais vous présenter, il s'agit de Underwater, le village immergé de Yuki Oroshibara. C'est publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Excusez pour le petit extrait de Mika, mais j'étais genre obligée quand j'ai vu le titre du manga, c'était genre... Voilà. Concernant Underwater, c'est une série composée de 2 tomes et le second tome est prévu en France pour le 10 mars. Et de cette mangaka, si vous ne le saviez pas, on lui doit Mushishi. Et si vous aviez aimé Mushishi, vous adorez Underwater parce qu'on retrouve complètement l'esprit de ce mangaka, c'est-à-dire le côté très pur, très calme, très poétique, très détente, très voilà, très également rêve. Voilà, c'est un petit peu l'univers du rêve, l'univers de la déconnexion totale avec le monde que l'on connaît, et ça c'est juste génial. Ça se passe dans un Japon en fait où il y a une grosse période de chaleur et où il n'y a pas une seule foutue goutte de pluie qui se décide à tomber, à un tel point qu'il y a de très grosses restrictions d'eau. Et donc on va suivre une collégienne, il me semble, qui va faire un cours de sport. Voilà, c'est très intelligent en même temps de maintenir les cours de sport quand il y a une grosse période de chaleur comme ça. Elle va faire un malaise, ce qui ne loupe pas, et dans cette période de malaise, je vais y arriver, elle va rêver d'un endroit où il y a un village avec une rivière, où il y a de l'eau en fait un peu partout, et elle va rencontrer un jeune garçon qui vit avec son père qui est assez âgé. Et elle va vraiment se sentir bien dans cet endroit où il y a cette rivière, où il y a ce calme, où ça semble complètement coupé du temps, de l'espace, tout ça. Et elle va se réveiller, parce qu'à un moment donné elle se réveille, elle n'est pas morte, et elle va raconter ce rêve à sa famille, et elle va à chaque fois se replonger, à chaque fois qu'elle se replonge tout simplement dans un rêve, elle va se replonger dans ce village, elle va re-rencontrer ce jeune homme, ce petit garçon, lui parler, tout ça, et en fait on comprend que sa famille, dans la vraie vie, connaît ce village, et en fait, s'il lui est aussi familier à elle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle y est déjà allée par le passé.
mais personne n'ose lui dire pourquoi elle en a que très peu de souvenirs et pourquoi personne ne veut en parler, tout simplement. Qu'est-ce qui a pu se passer de si dramatique? C'est vraiment la lecture détente par excellence. Alors déjà que je vous conseille à 200% Mushishi. Je sais que Mushishi est comme Underwater, ça ne plaira pas à tous ceux qui aiment les mangas dans lesquels il y a beaucoup d'action, où ça pète dans tous les sens, où vous avez des révélations de dingue, où vraiment ça va de mort en mort, Voilà, non. Si vous attendez à ce genre de truc, passez immédiatement votre chemin, parce que c'est pas du tout ce genre-là. Mais alors, encore une fois, si vous aimez ce côté très calme, vraiment, qui est cher à l'auteur, alors ces dessins de dingue. Alors le tome est vendu au prix de 15 €. Vous allez me dire que c'est assez cher. Alors après, c'est collection Latitude de Ki-Hoon, c'est du grand format. La couverture est un petit peu en relief. Je pense qu'on verra que dalle avec mon réglage d'appareil photo et avec la luminosité. Mais on est sur une couverture qui a un tout petit peu de relief. Mais qui, par contre, léger bémol, je la trouve un petit peu plus fragile que les autres titres que j'ai dans la collection Latitude de Ki-Hoon. Après, voilà, on a du grand format, ce qui fait qu'on kiffe 2 fois plus les dessins de l'auteur. Et puis voilà, si vous aimez les univers où il y a de l'eau, où c'est calme, en même temps il y a une histoire derrière ce village un peu trop calme, où il pleut d'ailleurs un petit peu trop pour le coup. Voilà, c'est vraiment génial, c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté, que vous connaissez ou pas Mushishi auparavant, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, ça c'est une très bonne série que je vous recommande à 2000%. Nouveauté suivante du mois de janvier, il s'agit du premier tome de Kiss Him Not Me de Junko, publié chez Tonkam. Donc là on est dans du shoujo, romance, comédie, qui compte pour l'instant 7 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 2 est prévu en France pour le 9 mars. Alors Kiss Him Not Me, je l'avais mis depuis l'annonce de sa sortie dans ma wishlist. Quand il est sorti, enfin du moins quelques jours avant sa sortie, je me suis dit finalement on va passer, voilà, les shoujo, j'en avais un petit peu ma claque. Et je me suis dit tant pis, celui-là en plus il est en cours, il va y avoir genre 3 tomes de tomes. J'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Je l'ai vu en librairie, j'ai vu la couverture, bon j'avais déjà vu la couverture sur la toile qui est vraiment géniale, la couverture pour le coup. J'ai regardé genre quelques passages et je me suis dit, mon Dieu, les barres de rire que je vais me prendre avec ce titre, et ça n'a pas loupé. Si vous cherchez un titre dans le délire de Skip Beat, où je pense, même si je ne l'ai pas lu, Switch Girl, c'est-à-dire le genre de shoujo où, d'accord, il y a des histoires d'amour, tout ça, mais où c'est tellement drôle que finalement, même si vous n'êtes pas histoire d'amour du tout, vous allez quand même le lire parce que vous allez vous prendre des barres de rire, c'est assurément un titre dans cette veine-là. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre la jeune fille que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Kae Serinuma et qui est une Fujoshi, c'est-à-dire une jeune fille qui est tout simplement fan de boys love, qui passe sa journée à regarder les beaux gosses qui sont autour d'elle au lycée, non pas parce qu'elle s'imagine un jour avoir la chance de flirter avec l'un d'eux, mais elle s'imagine qu'ils sont tous en couple entre eux, et voilà, elle c'est le rêve absolu. Donc en gros elle est un petit peu l'espèce d'ovni au lycée, en plus elle est un petit peu ronde, pas spécialement très jolie tout ça, du coup elle est un petit peu dans son coin, même si elle est super gentille, tout ce que vous voulez. Et un jour, mais genre le drame de sa vie, le beau gosse, son personnage chouchou de tous les temps, va mourir dans son anime préféré. Genre là c'est la fin de sa vie, la meuf est vraiment dans un état pitoyable, elle va s'enfermer chez elle, genre elle ne mange plus, voilà, on ne sait même pas ce qu'elle devient, les gens commencent à être un petit peu inquiets, mais genre mais qu'est-ce qu'elle devient? Et un jour, elle revient au lycée, un petit peu, voilà, elle a fait son deuil, et elle revient, et c'est juste une bombe. C'est-à-dire que la fille a maigri, qu'elle est en plus devenue genre super canon, parce qu'on peut maigrir et être pas spécialement plus jolie que quand on était grosse, mais alors là elle devient en plus super canon. Du coup, les beaux gosses qu'elle observait de loin, ils commencent un petit peu à s'intéresser à elle et à vouloir tous un rencard avec elle d'ailleurs, elle va même avoir un rencard avec 4 mecs d'un coup. Mais elle, tout ce qui l'intéresse, c'est pas spécialement qu'il lui tourne autour, parce qu'elle s'imagine toujours pas vivre une histoire d'amour avec l'un des 4, mais elle a toujours, voilà, dès qu'ils vont avoir un geste entre eux, elle va s'imaginer qu'il y a une histoire d'amour entre les deux. Alors le truc, c'est qu'elle essaye quand même de cacher un petit peu son secret inavouable, qu'elle est fan de boys love. Alors là, on retrouve un petit peu l'héroïne de Journal d'une fangirl, c'est-à-dire qui n'assume absolument pas ses lectures de boys love. Voilà, on dirait que c'est la honte ultime. Alors, sachant qu'elle n'a pas que des lectures de boys love, c'est qu'en plus d'avoir des lectures de ce genre-là, d'imaginer les mecs autour d'elle avoir des histoires d'amour entre eux, elle collectionne, enfin, quand on voit sa chambre, on comprend combien c'est une fan de ce genre-là. Donc un titre avec lequel, encore une fois, voilà, je montre l'héroïne avant sa transformation,
vous vous prenez des barres de rire à chaque page. Alors pourtant c'est assez classique au niveau des gags, on va dire, mais c'est tellement, les dessins sont tellement géniaux en plus. Alors Junko, c'est une mangaka que je connaissais de nom, qui est connue pour ses œuvres de yaoi. Justement, c'est une mangaka spécialiste dans le yaoi, qui pour une fois se lance dans le shoujo et qui se lance plutôt bien dans le shoujo. Alors je n'ai lu aucun yaoi de cette mangaka, qui est pourtant très connue, qui est assez, voilà, qui a une très très grosse collection n'importe quoi, qui a fait pas mal d'œuvres avant celle-ci. Donc si vous avez déjà lu un yaoi de Junko et qui vous a marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, à me suggérer des titres de cette mangaka, puisque même si je connais quelques-uns de ses titres de tête, voilà, je ne me suis jamais penchée sur un titre de Junko jusque-là, mais quand je vois ce qu'elle peut donner dans du shoujo, côté humour, côté dessin, puis côté scénario aussi, même si ça part de pas grand-chose, j'ai vraiment envie de tester d'autres choses de Junko. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous le savez très probablement si vous avez vu mes dernières publications, je me suis procuré le premier tome de Citrus de Sabulota, c'est publié chez Taifu dans leur collection Yuri. Alors oui, je teste enfin Yuri, c'était un genre que j'avais déjà testé précédemment avec la série Pas à Pas, que je n'ai pas présenté sur ma chaîne, qui est une petite série en 3 tomes qui ne m'a pas spécialement marqué plus que ça, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, puis ça date un petit peu. Ce titre-là est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus. Le tome 2 est annoncé pour le 21 avril. Alors, concernant Citrus, c'est vraiment le titre qui m'a attiré de par sa couverture. Et son synopsis est d'une banalité affligeante, j'ai envie de vous dire. Ça, pour répéter mon expression que je n'emploie plus depuis un petit moment, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais je ne sais pas, il y a ce petit quelque chose qui a fait que je l'ai lu de A à Z et que je n'ai pas décroché de ma lecture. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage de Yuzu, donc la blonde sur la couverture, qui, suite au remariage de ses parents, se retrouve à intégrer un lycée pour filles, une espèce de lycée privé pour filles, très strict, et elle est peu au bout de sa vie, puisque la fille comptait tomber amoureuse, et c'est pas dans un lycée pour filles qu'elle va forcément tomber amoureuse. Elle va rencontrer l'autre personnage, je crois, sur la couverture, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Mei, si je ne dis pas de bêtises, si j'arrive à retrouver le nom sans déconner, Mei, qui est la présidente du conseil des élèves, qui est genre le personnage charismatique, respecté, tout ça, qu'elle va surprendre en mauvaise posture, on va dire, avec un professeur, et à partir de là, elle va être un petit peu fascinée par ce personnage qui a l'air, complètement, les deux personnages sont complètement aux antipodes l'un de l'autre, et elle va découvrir que par la suite, elle se retrouve à être sœur suite au remariage des parents, tout ça, elle se retrouve à habiter ensemble. Et Yuzu va petit à petit développer des sentiments pour Mei qui ne sont pas forcément partagés dès le départ. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais lu de Yuri et qui se demandent qu'est-ce que ça vaut, eh bien moi qui ne suis pas une habituée et friande du genre, si vous êtes frileux à l'idée de voir des scènes de sexe, dénudé, tout ça entre filles, ce n'est pas avec ce titre-là que vous en verrez parce que c'est excessivement soft et surtout, jusque-là, on ne voit strictement rien entre les deux nanas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation qui est naissante, des sentiments naissants, mais c'est tout. Il n'y a pas de scène de sexe ou quoi que ce soit. Pour l'instant, du moins. C'est une série, encore une fois, très soft et je trouve que c'est un titre qui, pour le coup, permet d'assez bien aborder le genre Yuri si vous êtes assez frileux, que vous n'avez rien testé jusque-là, que vous vous dites « mais par quoi je peux commencer sans complètement me dégoûter du genre ?» Côté dessin, c'est pas mal du tout. Alors on a des pages couleurs au début, je vous montre ce que ça donne au niveau des pages couleurs, parce que Taifu, c'est quand même des tomes qui sont à pratiquement 8 €, mais après ils font du travail d'édition assez correct. Côté dessin, c'est pas mal. Alors encore une fois, niveau scénario, vous allez me dire, ouais, c'est pas extraordinaire, c'est pas foufou. La psychologie des personnages, tout ça, c'est pas un truc de dingue, mais encore une fois, il y a ce petit truc qui fait que j'ai pas décroché de ma lecture et que j'ai franchement hâte de découvrir la suite. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont fans de Yuri, c'est un titre qui, encore une fois, il me semble, on a rapproché du genre Shonen Ai, du fait qu'on a voilà cette espèce de relation ambiguë, tout ça, qui va ou pas se faire, mais on n'a pas de réel passage à l'acte pour l'instant, si ce n'est un bisou. À un moment donné, je vais jouer un bisou entre filles. Ça n'a jamais tué personne et c'est pas un truc qui, je pense, va choquer énormément de gens. Si vous cherchez un titre soft mais qui soit une bonne approche du genre Yuri, c'est un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté. J'attaque à présent les 3 séries qui ne sont absolument pas des nouveautés du mois de janvier, avec tout d'abord les 5 premiers tomes de la série Seraph of the End. Alors, un scénario de Takaya
Kagami, un dessin de Yamato Yamamoto et un storyboard de Daisuke Furuya. Il y a quand même pas mal de monde pour une seule série, c'est publié chez Kana. Donc je me suis procuré les 5 premiers tomes. Alors pourquoi j'ai craqué d'un coup pour la série alors que jusque là je n'avais absolument pas évoqué nulle part? Eh bien tout simplement parce qu'il y a, et là pour le coup je ne l'ai vu annoncé strictement nulle part, ou alors je suis passée à côté de la news, il y avait un pack starter avec les 3 premiers tomes de la série. Et dans ce pack starter, en fait, tout simplement, le tome 1 était offert. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le truc, quand vous le voyez à la Fnac, qui vous fait complètement craquer si vous hésitiez à commencer pour la série. Alors voilà ce que ça donne au niveau des couvertures des 3 premiers tomes. Je me suis trouvé le tome 4 un petit peu difficilement, parce que pour le coup, il n'était pas à la Fnac. Et le tome 5 qui est sorti très récemment, au mois de janvier. Alors concernant l'histoire, je vais passer un petit peu dessus puisque je pense que c'est un manga qui est tout de même assez connu, puis il y a quand même 5 tomes de sortie, donc je pense que vous avez eu le temps d'en avoir entendu parler depuis le tome 5. Et la série est toujours en cours au Japon, ce qui m'avait un petit peu rebuté à la commencer de base. Elle a 10 tomes toujours en cours et le tome 6 sortira en France le 22 avril. Donc la série est classée shonen, mais c'est un shonen que je rapproche un petit peu de Black Butler et Pandora Hearts. Alors vous allez me dire, mais what the fuck, là ça parle de vampires, d'armes démoniaques. Alors voilà, le seul point commun entre les 3 séries c'est le côté fantastique. Mais je les rapproche de ces 2 autres séries tout simplement parce que c'est le genre de shonen qui plaît clairement plus aux nanas qu'aux mecs. Voilà, j'ai pas fait un sondage, mais en parlant sur Facebook, je me suis rendu compte que toutes les filles adoraient la série, me disaient oh tu vas voir c'est génial, et tous les mecs étaient hyper déçus que ce soit du manga ou de l'anime. Alors l'anime je ne peux pas juger encore une fois, je ne regarde pas d'anime, cessez d'insister avec ça, je ne regarde pas. Mais voyant que toutes les nanas adoraient et que les mecs n'aimaient pas, je me disais oula ça c'est bien tranché, ça a la manière. Ben, j'ai envie de vous dire déjà très clairement de Black Butler, parce que même si c'est classé shonen, je connais que très peu de mecs qui suivent la série, et c'est clairement plus les nanas qui bavent sur Sébastien, si elle est compagnie, que les mecs. Voilà, alors là il n'y a pas spécialement, j'ai pas noté de beaux gosses, enfin les dessins, c'est pas ce qui m'a spécialement plu, voilà, c'est des dessins que je trouve assez classiques. On a tout de même une page, enfin, un petit poster couleur au début de chaque tome. Côté édition c'est pas mal. Après côté dessin, voilà, je sais que certains avaient reproché le côté un petit peu vide du côté arrière-plan, que c'était pas génialissime comme dessin, c'est assez classique en fait je trouve. Voilà, mais c'est assez classique. Je ne saurais vous dire pourquoi je me suis bouffé les 5 tomes en 2 jours, bon, sachant que je travaille, c'est un peu pour ça que j'ai pas pu tout me bouffer en une seule soirée. Mais il y a quelque chose dans cette série qui était juste ultra prenant. C'est-à-dire que la lecture est très fluide, on ne s'ennuie pas. Alors il y a des trucs, je sais que certains m'ont dit attends c'est complètement incohérent, il y a ci, il y a ça, c'est juste pas logique. Mais si on oublie tout le côté pas logique, tout le côté non plausible de l'histoire, mais c'est quand même vachement sympa. Il y a ce côté un petit peu suspense, ce côté on a envie de découvrir la suite. Et il y a le côté efficace, il y a le petit truc. Même si vous vous dites c'est classique, c'est parfois on le voit venir d'avance, voilà le personnage qui meurt au début qui est pas mort, oui bon ben ça, en même temps sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais voilà la chasse aux vampires, les armes démoniaques, le personnage un petit peu trop sûr de lui qui veut un petit peu devenir le plus fort, tout ça pour accomplir sa vengeance. Bon c'est du vu et déjà vu, vous allez me dire niveau scénario, c'est pas le truc qu'on n'a jamais vu jusque là, c'est pas au niveau dessin, c'est pas le truc qui envoie du pâté, mais il y a un truc, voilà, il y a un truc qui fait que personnellement j'étais bien contente d'avoir les 5 premiers tomes de la série parce que vraiment j'étais à fond dans l'histoire. Et voilà, je regrette absolument pas cet achat. Si vous voyez le pack starter dans vos librairies, c'est une occasion de commencer la série, d'avoir un tome sur 3 gratuit. Donc voilà, pour moi c'est un bon début de série. J'étais vraiment à fond dedans, je n'ai pas décroché un seul instant, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'action, parfois on passe vite sur certaines choses certes, il y a des morts, voilà, Puis en plus j'aime bien les mangas qui parlent de vampires et qui en parlent un petit peu autrement que dans le registre du shoujo avec le vampire romantique, tout ça, donc c'est pas mal du tout. À voir par la suite. Dans un registre complètement différent, je me suis procuré la BD Le jour où ça bascule par un collectif de 14 auteurs. On a des auteurs japonais, français et américains et c'est publié chez les Humanoïdes Associés. Alors les Humanoïdes Associés, c'est une édition qui a fêté ses 40 ans en 2014 et c'est une maison d'édition qui propose principalement de la science-fiction. Alors il faut bien savoir qu'il y a un travail de dingue derrière cette BD puisqu'il y a tout de même 14 auteurs de 3 pays différents et de rassembler autant d'auteurs avec autant de maisons d'édition derrière, c'est juste un boulot de dingue à imaginer. Alors au niveau des auteurs japonais, parce qu'au niveau des auteurs américains et français, je n'y connais strictement rien
en BD. Alors au niveau des noms, il y a des noms qui m'ont vaguement évoqué quelque chose, mais je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire d'autre. Au niveau des noms japonais par contre, on a Atsushi Kaneko. Atsushi Kaneko, je vous en ai parlé avec Desco au début de cette vidéo. Là je vous montre une page de ce qu'il a fait pour le jour où ça bascule. Voilà, j'espère que vous verrez bien, c'est quand même en couleur, c'est super joli. On retrouve également Keiichi Koike. Alors Koike, c'est un mangaka que je ne connaissais absolument pas, mais vu ce qu'il propose au niveau des dessins, ça m'a l'air tout de même pas mal du tout. J'espère qu'encore une fois, on verra bien avec ma luminosité toute pourrie. Voilà. Ensuite, au niveau des japonais, on retrouve Taiyo Matsumoto. Je vous en reparlerai sur ma chaîne, c'est l'auteur qui a fait Amer Béton, mais qui a également fait Sunny, dont je vous parlerai dans le quand le 6e et dernier tome sera sorti. Donc ça donne ça au niveau des dessins. Et le marque-page vient de se barrer. Voilà le petit marque-page qui est fourni dans la BD. J'en profite pour vous montrer le petit marque-page à l'endroit, c'est mieux. J'ai toujours du mal avec la couverture qui est inversée. Couverture que l'on doit à Enki Bilal. Mais pour celles et ceux qui du coup ont commenté ma photo en disant mais Enki Bilal c'est juste génial ce qu'il fait, je suis d'accord, mais il n'a fait que la cover. Voilà, il n'y a aucune histoire de Enki Bilal là-dedans, donc si vous attendiez à avoir quelque chose de lui, ben non. Donc le dernier auteur japonais, j'étais en train de dire, non, l'avant-dernier auteur, on a Katsuya Terada. Je ne connaissais absolument pas, mais ce qu'il fait niveau dessin, ça m'a l'air tout de même pas mal du tout. Je vais vous montrer ça. Voilà, au niveau des dialogues, par contre, ça se lit, vous l'aurez compris assez vite. Et le dernier mangaka qui participe à ce recueil, mais pas des moindres, il s'agit de Naoki Urasawa. Ai-je besoin, très sérieusement, de vous dire qui est Urasawa Sensei? 20th Century Boys, Monster, Pluto, Billy Bat, Master Keaton, enfin voilà, j'ai envie de vous dire Urasawa quoi, à un moment donné. Et au niveau de l'histoire, voilà ce que ça donne. Donc on est vraiment sur un registre un petit peu science-fiction, hein, comme vous le verrez. Au niveau des histoires, on a de tout. On a de l'humour, on a du drame, on a du bizarre, un peu horrifique. Tout simplement, les mangaka ont planché sur l'idée le jour où ça bascule. Un moment où dans la vie de quelqu'un, ça va basculer. Alors, on peut penser que ça va basculer dans le drame ou ça va vraiment basculer radicalement. Non, parfois ça bascule pas vraiment de manière dramatique. C'est parfois des trucs complètement anodins. Mais chaque auteur a son idée sur la question et l'a posée en vraiment quelques pages, c'est vraiment quelques pages qui sont consacrées à chaque auteur. On retrouve donc 14 univers complètement différents, des thématiques différentes. Il y en a qui vont vous parler de religion, il y en a qui vont vous parler de problèmes plus existentiels. Il y a vraiment de tout. Je vous montre autre chose, voilà par exemple Boulet. Je ne connais absolument pas cet auteur, pour vous montrer d'autres choses que les mangaka. Ensuite on a vraiment au pifomètre, j'essaie de trouver quelqu'un que j'ai bien aimé, John Cassaday. Voilà, on est sur des registres graphiques assez différents, on est vraiment sur des, voilà, des manières de raconter les histoires vraiment très différentes. Des trucs que j'aime un petit peu moins, alors là il y a Paul Pop, j'aime beaucoup. Et ensuite, un petit dernier, une que j'avais bien aimé, qui était assez drôle, c'est de Bob Fingerman. Voilà. C'est vraiment une BD que je vous recommande si vous aimez découvrir des auteurs, qu'ils soient japonais, américains ou français. C'est vraiment une espèce d'anthologie anniversaire pour les humanoïdes associés, qui est vraiment top. Bon, seul petit bémol, vous vous en doutez en voyant ce big format, c'est le prix. Il est vendu au prix de 21,99 €. Mais quand je vois le travail qu'il y a au niveau, ne serait-ce que de la couverture, il y a quand même pas mal de texte qui est rajouté, j'ai envie de vous dire en préface et en postface pour expliquer un petit peu toute la démarche en fait qu'il y a derrière. Voilà, vous avez quand même des pages explicatives comme ça au début et à la fin de l'œuvre. Donc c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous l'avez vu en librairie, que vous êtes demandé de quoi ça parle et qu'est-ce que ça vaut. C'est vraiment top. Il est sorti au mois de décembre 2015. J'ai vraiment hésité quand j'ai commencé à le feuilleter en librairie à me le prendre déjà à cette période-là. Il y a une édition collector, mais alors oubliez-la complètement. Je ne sais plus le prix. C'est
prix à 3 chiffres de toute manière, c'est un truc de dingue. L'édition collector, elle a l'air géniale puisqu'en gros il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a en plus bon, d'autres trucs, il y a 14 ex-libris, donc des 14 auteurs qui ont participé, ça vaut vraiment le détour. Puis voilà, si au cas où vous ne le saviez pas, il y a des auteurs japonais très connus qui ont participé à cette œuvre. Donc voilà, un titre que je vous recommande très chaudement. La dernière nouveauté qui a rejoint ma Mangatech au mois de janvier mais que je n'ai absolument pas eu le temps de lire, il s'agit des 3 tomes de la série Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura, c'est publié chez Kana dans leur collection Sensei. Alors je vous montre les couvertures, donc là je crois que la série existait en coffret, moi je les ai en édition simple, donc voilà c'est des gros pavés, c'est des tomes qui sont vendus au prix de 18 €. Donc voilà pour le tome 1, le tome 2, oh punaise qu'il est lourd. Voilà, alors quand on m'a demandé si Jiro Taniguchi avait fait quelque chose, Jiro Taniguchi, c'est bien expliqué, n'a fait que la préface. Voilà, c'est complètement un manga de Kazuo Kamimura. C'est assez récurrent, je trouve que d'autres auteurs donnent leur avis ou rajoutent un petit truc à propos de l'œuvre qu'ils ont lue. Et le 3e tome, j'arrive vraiment pas à les porter les 3 ensemble, c'est décidément trop lourd, donc voilà. Vert et juste sublime. J'ai déjà présenté sur ma chaîne le Club des Divorcés, donc je vais reparler dans cette vidéo, Lady Snowblood et Maria. C'est la 4e série que je tente de l'auteur. Au mois de février, j'ai prévu de me procurer Folle Passion, qui est une série qui date, je dirais, de la même période, dans le sens où ça, c'est des titres qui datent de 2009, quelque chose comme ça. C'est pas hyper facile de se les procurer, donc si vous le voyez en rayon, foncez. Je sais juste que ça se passe dans le Japon des années 70, mais là c'est, enfin je veux dire Kamimura écrit beaucoup sur le Japon des années 60-70. On va suivre l'histoire de ce jeune couple, donc on est dans du tranche de vie érotique pour le coup, et ça m'a l'air tellement génial. J'ai lu énormément d'avis à son sujet, et les avis étaient tous plus positifs les uns que les autres. Alors en même temps de ce mangaka, j'ai clairement rien lu de négatif à son sujet. Et on me demande souvent, je n'ai jamais rien lu de Kamimura, qu'est-ce que je commence qu'est-ce qui est le plus accessible de l'auteur? Alors là, c'est un petit peu compliqué de vous dire. Alors, je vous dirais de commencer par le Club des Divorcés, dans le sens où ça vient de sortir, donc vous n'allez pas du tout galérer à le trouver en rayon, ni à le commander, tout ça. Est-ce que c'est le plus accessible? Ça, j'en sais rien, mais c'est vraiment des registres de lecture différents. Le Club des Divorcés, c'est cette femme qui tient un bar des divorcés, où se retrouvent des femmes divorcées, voilà, qui a une relation un petit peu bizarre avec son serveur, qui se retrouve avec des problèmes financiers, tout ça, voilà, la condition de la femme qui est auto-entrepreneur à une période où c'est un petit peu, voilà, où c'est pas facile pour elle. Maria, on est dans le registre d'une histoire assez dramatique. Lady Snowblood, on est dans du drame un peu plus, voilà, c'est l'histoire qui en même temps a inspiré Kill Bill. Je vais vous dire, si vous avez vu Kill Bill, vous comprenez dans quel registre de lecture on est. Et là, on est dans du tranche de vie érotique, donc on est encore dans quelque chose de différent. Donc vraiment, si vous posez la question, tapez voilà, tout simplement sur Manga News ou quoi, le nom de l'auteur, cherchez un petit peu ce qu'il a fait et voyez quel synopsis vous attire le plus. J'ai prévu de me prendre Folle Passion en février et par la suite de me prendre les plaines du Kanto. Je ne sais pas si je prendrai toutes les œuvres de l'auteur, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo sur ce mangaka, quoi qu'il en soit, comme j'ai prévu une vidéo sur Inyo Asano, je vais y arriver, et sur Shunji Ito, mais ça c'est quand j'aurai tous les œuvres de Shunji Ito et de Kamimura. Ce sera peut-être pas pour cette année, mais en attendant, c'est des mangaka que je vous recommande très très chaudement si vous êtes fan de titres, on va dire un petit peu, j'aime pas employer le terme vintage, mais c'est quand même, autant ça a été publié en 2009, il me semble, en France, mais je suis bête, il y a les dates dessus. Ça date de 2009 en France, ça date de 1972 au Japon. Voilà, c'est un titre qui a quand même plus de 40 ans, donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes friand de ce genre de titre complètement ancien, mais dans une superbe édition, et qui en plus, voilà, j'adore la patte graphique de l'auteur, qui se rapproche de l'estampe, j'adore ces histoires qui mettent souvent, très régulièrement en avant, des histoires de femmes, tout simplement. Voilà, un mangaka que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore, et si vous hésitez à vous lancer dans une série. Voilà, j'ai pas d'avis à donner à propos de celle-ci, mais je pense que vous pouvez trouver très facilement des chroniques qui ont déjà été faites sur ces œuvres. Je passe très rapidement sur les fins de série avant que ma batterie ne me lâche. Donc au mois de janvier, il y a eu 4 fins de série me concernant. Il y a eu tout d'abord la fin de Nula, le Seigneur des Yokai, de Hiroshi Shibashi, c'est publié chez Kana. Je n'ai absolument pas lu ce tome 25, étant donné qu'il faudrait que je me refasse tous les tomes de la série et que ce n'est pas au programme pour l'instant. Après, je pense que c'est un titre qui est assez connu, donc vous pouvez trouver pas mal d'avis sur la toile. Donc je vous renvoie à d'autres avis que le mien pour avoir des retours sur ce 25e tome, mais je me ferai la série
probablement en cours d'année ou peut-être un peu plus tard, maintenant que je l'ai dans sa totalité. Il y a eu le second et dernier tome de Sorcières et Ténèbres de Hiroko Nagakura, c'est publié chez Komiku. Je vous ai présenté le premier tome dans ma vidéo suggestion de lecture pour Halloween et également dans le book haul du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, 2015. Et le premier tome était pour moi en demi-teinte, le second tome l'est encore plus puisqu'il n'y a pas de fin. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de fin, ce n'est pas que c'est une fin ouverte, parce que c'est souvent ce qu'on a dans les mangas, c'est une fin ouverte, où l'on imagine un petit peu ce qui nous arrange par la suite. Là on est complètement sur quelque chose d'inachevé, où on a envie de se dire what the fuck, où est le tome 3, parce que ça s'arrête en plein milieu d'un truc et qu'on n'aura pas de fin puisque l'auteur a décidé d'arrêter son manga ainsi. C'est pas une série que je retiendrai, c'est pas une série que je vous recommande malheureusement. Du même mangaka, si je ne dis pas de bêtises, il y a Rudolph Turkey que pour le coup je vous recommande de lire chez la même maison d'édition. Je l'aurais testé jusqu'au bout parce qu'il n'y avait que 2 tomes, mais malheureusement 2 tomes ça n'aura pas été suffisant. Il aurait fallu plus ou il aurait fallu que ce soit traité de manière différente, tout simplement. Il y a eu la fin d'Animal Kingdom de Makoto Raikou publié chez Kiyun dans leur collection Kids. Et pourquoi j'ai autant de tomes dans ma main, c'est tout simplement que j'avais laissé la série de côté depuis janvier 2015, je ne vous en ai plus reparlé. Donc j'avais arrêté la série au tome 8, donc là je me suis enchaînée en 2 jours la série, donc les tomes 9, les tomes 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et j'ai conclu la série avec son 14e tome qui, comme vous vous en doutez en voyant cette superbe couverture, on finit sur quelque chose de positif, une note enfin positive pour les personnages. Alors moi je m'en étais arrêtée au début de la tour de Babel et si vous n'aimez pas le passage où on commence à rentrer dans la tour, eh bien malheureusement la tour de Babel vous allez en bouffer jusqu'à la fin du 14e tome, donc autant s'y faire dès le début. Un manga que je vous recommande à 2000% si vous ne le connaissez pas encore, c'est un shonen où il y a beaucoup d'action, c'est à la fois très violent, on perd encore pas mal de personnages dans du tome 9 au tome 14, donc voilà, dans les derniers tomes de la série, c'est vraiment top côté dessin, au niveau des détails, tout ça. Il y a une histoire en béton armé derrière, les dessins fourmille de détails et vraiment ne vous arrêtez pas à sa classification Kids qui ne veut strictement rien dire pour le coup. Si à ce moment-là de la vidéo vous remarquez une différence de cadrage ou de luminosité, c'est complètement normal étant donné que ma batterie m'a lâché juste avant que je vous parle du dernier manga de cette vidéo. Il s'agit du second et dernier tome de la série Le Club des Divorcés de Kazuo Kamimura publié chez Kana dans leur collection Sensei. Alors je vous ai déjà présenté le premier tome sur ma chaîne, je vous renvoie à ma vidéo partenariat avec les éditions Kana dans laquelle je vous parlais du premier tome ainsi que du roman de Sasuke, mais ça pour le coup on s'en fout un petit peu. Je n'ai pas fini de lire ce second tome qui est un petit peu ma lecture en cours et que je savoure parce que c'est vraiment un mangaka encore une fois que j'adore, mais il est complètement sur la lignée du premier tome donc je ne pense pas qu'il va me décevoir sur la fin. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous hésitez à vous le procurer. C'est... je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est le plus accessible de l'auteur, parce que c'est vraiment des registres très différents qui sont abordés dans les différentes séries de l'auteur, même si on est toujours avec des personnages féminins tout en beauté qui sont présentés et mis en avant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me conclure ce second tome. Je ne vais pas faire une vidéo pour vous faire juste une vidéo sur le club des divorcés, mais j'en reparlerai bien évidemment quand je ferai une vidéo sur l'auteur. Seconde et dernière coupure de batterie, bref tout ça pour vous dire que ce book haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez commencé certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, ce que vous avez commencé au mois de janvier, s'il y a des titres que j'ai présentés dans cette vidéo qui vous donnent envie, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je m'excuse vraiment sur le côté à l'arrache de la fin de la vidéo, peut-être même coupé ou quoi, mais c'est une question de batterie et de luminosité, donc voilà, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!